Un carrosse, à l'instant, s'efforçant de passer dans ce grand embarras, se vient embarrasser. 20 carrosses bientôt arrivant à la file y sont en moins de rien suivis de plus de 1000. Et pour surcroît de mots, un sort malencontreux conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs. Ainsi Boileau en 1660 décrivait déjà les embarras de Paris. En 1970, après plus de 3 siècles, il est rare de croiser des troupeaux dans la capitale, mais les embarras, on ne vous l'apprendra pas, n'ont pas disparu. Dans la région parisienne, on estime qu'il y a 2 500 000 voitures. À Paris même, 930 000 voitures sont immatriculées. Ces chiffres sont en constante augmentation. Comme la surface des ruelles n'augmente pas, les déplacements des Parisiens sont de plus en plus difficiles. Pour démontrer cela, nous nous sommes livrés à une expérience. Nous sommes 4 ici, Daniel Durandet, Claude Lefebvre et Pierre Orofino. Nous nous trouvons place Clichy et nous allons nous rendre à la Bastille avec chacun un moyen de locomotion différent. Moi-même, j'irai en vélomoteur. Daniel? Moi, je prends l'autobus 54 d'ici jusqu'à la République, après ça le 65 jusqu'à la Bastille. Claude? Bien, voiture particulière par les grands boulevards, Barbès, Rochechouart, Magenta, République et Bastille. Et Pierre? Le métro jusqu'à Stalingrad, changement et arrivé à la Bastille. Il va donc s'agir pour nous d'une course. Nous partons tous ensemble et l'on verra avec ces moyens de locomotion quel sera le premier arrivé. Il est très exactement 10h33. Nous partons tout de suite en route. Ok. Une première constatation, sur les grandes artères, les feux rouges sont très rarement synchronisés et provoquent une perte de temps certaine. Pour cette expérience, nous avions choisi les meilleures conditions un jour de semaine en fin de matinée. La circulation y est fluide, aux heures de pointe, les résultats ne peuvent être qu'aggravés. Et bien voilà, il fait pas chaud en cette période en vélomoteur, mais on arrive très vite. Nous sommes partis à 10h33 de la place Clichy. J'arrive le premier, à ma montre il est exactement 10h53, 20 minutes donc pour relier la place Clichy à la Bastille. J'ai exactement 11h03 à ma montre, Claude. Parti à 11h33, ça fait donc après un calcul rapide une demi-heure pour venir jusqu'ici. Une demi-heure, oui. Et la circulation était relativement fluide, en particulier sur les grands boulevards. Et certainement qu'aux heures de pointe, on doit mettre certainement le double de temps. Pierre, arrivé en 3e position par le métro. À ma montre, 11h07. Donc plus d'une demi-heure, 35 minutes. C'est ça. Comment ça s'est passé? Très bien, une attente de 5 minutes à chaque métro et le reste, le métro n'a pas été détourné. Non, pas du tout. Nous n'avons pas utilisé de taxi car pour la grande majorité des Parisiens, leurs tarifs élevés en font un moyen de transport occasionnel, surtout pas courant. Daniel Durandet, arrivé en 4e position, vous avez mis 57 minutes pour faire le trajet. Oui, par l'autobus. Je suis parti donc en même temps que tout le monde. 25 minutes, j'ai attendu l'autobus place Clichy. 25 minutes.
Après ça, un quart d'heure pour aller jusqu'à la République, sans problème. Changement, il s'est fait à peu près en 5 minutes. Et 10 minutes pour venir ici, vous le dites, 55 minutes. 57 minutes exactement pour venir jusqu'ici, avec une circulation qui était relativement fluide. Les conséquences de cette expérience sont évidentes. D'abord dans Paris, le 2 roues est roi. Comme moyen de transport en commun, le métro est sûr, relativement rapide. Mais à quelles conditions? Aux heures d'affluence. Foule, entassement invraisemblable, atmosphère irrespirable. En surface, le service des autobus fonctionne mal et fonctionnera toujours mal. Il y a là un cercle vicieux. Les autobus circulent mal car il y a dans les rues trop de voitures particulières et comme ils circulent mal, les usagers renoncent à les utiliser et se servent de plus en plus de leur propre voiture. C'est un paradoxe. Le plus sûr effet des difficultés de circulation est d'inciter un nombre croissant de personnes à utiliser la voiture individuelle. On a créé des couloirs spécialement réservés aux autobus. Cela a amené une amélioration sensible, mais aussi certains inconvénients. Ces voies sont souvent et inévitablement obstruées. Et lorsqu'un camion pour décharger ne se met pas en stationnement dans le couloir lui-même, il se met à côté, ce qui provoque une gêne pour le reste de la circulation. Mais la situation est encore plus grave car nous sommes en pleine régression. En 1905, la vitesse moyenne des autobus était de 15 km/h. Aujourd'hui, elle est de 10 km/h et encore sur certains axes descend-elle jusqu'à 8 km 500. La circulation en général a baissé dans les mêmes proportions. La vitesse moyenne dans les 12 dernières années a chuté de 33%. On s'en doute, cette régression, ces difficultés de déplacement représentent une grande perte financière. Des études nombreuses ont été faites, elles sont difficiles, les calculs sont très subtils. Sans entrer dans leurs détails, il vous faut savoir que la mauvaise circulation dans Paris coûte au bas mot 500 millions de francs. 50 milliards d'anciens francs de perte ou de manque à gagner, 50 milliards gaspillés en vapeur d'essence. La mauvaise circulation a bien d'autres conséquences néfastes. La pollution atmosphérique, par exemple. Dans les embouteillages, souvent, il faut abréger le service des agents de police, ils risquent d'être incommodés par les gaz d'échappement. Depuis le 1er janvier, une stricte réglementation est appliquée. La teneur en oxyde de carbone du gaz d'échappement des voitures ne doit pas dépasser 4,5%. Des contrôles sont effectués, des amendes sévères sont appliquées, mais cela n'empêche pas un véhicule sur deux d'être mal réglé. Il laisse échapper une trop grande quantité de gaz toxique. N'oublions pas enfin tous les autres déchets laissés par l'automobile, salissement de la capitale, détérioration des sites, voitures épaves, etc. On le voit, la situation est donc très sombre. Quelles sont les solutions que l'on envisage? Il y a là en fait une lueur d'espoir. Depuis quelque temps, un certain équilibre tend à s'instituer. 900 000 voitures à peu près rentrent chaque jour dans Paris, mais c'est important, un nombre sensiblement égal en sort dans le même temps. La banlieue s'est développée, on y a vu beaucoup de création d'emplois. Aussi, la demande aujourd'hui concerne-t-elle autant des liaisons banlieue-banlieue que des liaisons banlieue-Paris. C'est dans ce sens qu'ont été décidés les grands travaux du 6e plan. Les grands travaux d'aménagement sont en effet un des remèdes à apporter à la circulation. On construira donc autour de Paris une autoroute de rocade, une sorte de boulevard périphérique de banlieue qui encerclera la capitale à 5 ou 6 km de distance. Est prévu également le doublement de l'autoroute du Nord et de l'autoroute de l'Ouest. Enfin, le lancement de 2 nouvelles autoroutes de dégagement, l'une vers Pontoise à l'ouest, l'autre vers Croissy à l'est. Mais à l'intérieur même de Paris, quels sont les grands travaux que l'on peut envisager? D'abord le périphérique, tout autour de Paris, dont la construction s'achève. Il y a eu la voie express rive droite, on peut envisager la voie express rive gauche, certaines pénétrantes dans Paris. Mais tout cela a des limites. On ne peut pas taillader la capitale d'un réseau d'autoroutes urbaines. Ce n'est point pensable, non seulement sur le plan financier, mais même sur le plan psychologique, esthétique, historique. Croyez-vous que ce serait vraiment supportable que l'on puisse, parce que l'on voudrait accepter davantage d'automobiles dans Paris, de sacrifier des perspectives séculaires, de saccager des sites, d'abîmer des monuments? Ça me semble vraiment impensable. On peut toujours dire que le baron Haussmann, à son époque, a fait des travaux semblables. Oui, vous voyez qu'il les ferait maintenant, compte tenu de la nécessité d'obtenir
un consentement général. Je crois que ce qui est absolument indispensable dans tous ces problèmes, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils s'autodisciplinent. Il y a un minimum de consentement qui est indispensable, et je crois que les conditions ne sont pas du tout les mêmes, celles qui existaient du temps du baron Haussmann et celles auxquelles nous avons à faire face actuellement. Si les grands travaux d'aménagement sont forcément limités à l'intérieur des murs de Paris, il faut chercher d'autres solutions et plus immédiates. On pense alors aux mesures autoritaires, aux mesures d'interdiction. À ce sujet, nous avons rencontré dans la salle de commandement de la préfecture de police M. Gilles, le directeur de la circulation parisienne. Il existe déjà de nombreuses interdictions, notamment des interdictions de stationner. Sur les 1150 km de voies parisiennes, il y en a déjà 300 sur lesquels il est interdit de stationner. On le voit, et ce n'est un secret pour personne, les mesures d'interdiction de stationnement sont bien souvent inefficaces. Elles n'empêchent pas le stationnement anarchique. On cite même des exemples invraisemblables. Ainsi, des policiers sont en train de procéder à l'enlèvement d'une voiture dans le cadre d'une opération grue. Derrière, un automobiliste attend que la voiture soit enlevée pour prendre sa place. À la préfecture, on déclare que le montant des contraventions est trop peu élevé pour être dissuasif. Il faut donc s'attendre dans les mois qui vont suivre à une augmentation, une forte augmentation des contraventions.